Comment faire de l'intelligence économique une priorité nationale? Quelques mots de conclusion. La première des choses serait évidemment de faire en sorte que l'Europe soit à la hauteur de son histoire. Le sujet n'est pas mince, et en particulier dans le domaine industriel. Les textes européens, on peut se poser la question, sont-ils des obstacles dirimants, comme on dit en droit? Alors je rappelle que dirimant, c'est un adjectif qui caractérise l'application d'une règle légale lorsque son omission est sanctionnée par la nullité absolue. Par exemple, un mariage est nul du seul fait qu'il n'a pas été célébré en public. Le respect de la publicité du mariage est une obligation dirimante. Je ne crois pas que les textes européens soient des obstacles dirimants. On peut prendre un exemple. Crise financière de 2008. Le monde financier est au bord du gouffre. Et Nicolas Sarkozy et son homologue britannique ont monté un plan de consolidation des banques qui va en fait violer les traités européens. 330 milliards d'euros de consolidation. Et ce plan a naturellement été mis en œuvre. La Commission, qui n'a pas eu l'idée, en fait, elle n'a pas exprimé d'avis à l'époque, mais elle n'a pas non plus condamné, ni politiquement, ni juridiquement, cette détermination du président de la République française. Donc, on peut tordre le bras de la Commission si on en a la volonté politique, encore faut-il avoir des alliés. La deuxième chose, en guise de conclusion, concerne la diplomatie. On n'est pas obligé de ne parler qu'à ses amis. On peut aussi parler à ses adversaires. De Gaulle, puis Pompidou ont rencontré Mao. Ils ne partageaient pas la même philosophie du monde en ce qui concerne l'humanité et l'humanisme que Mao Tse-tung. Par exemple, nous parlons peu à la Russie. Et face aux sanctions qui pèsent sur elle, elle s'est tournée vers la Chine. Et pourtant, la Chine est très proche de l'Europe dans plusieurs domaines. L'histoire, l'art, la littérature, la sensibilité, nos ennemis communs, les islamistes. Et je pense qu'il faudrait innover dans ce jeu diplomatique et géostratégique, qui est toujours dans un contexte en évolution. La troisième chose sur laquelle je voudrais dire un mot conclusif, c'est sur la portée stratégique que j'évoquais dans une précédente vidéo, au sujet de Huntington. Il avait fait travailler dans son département de sciences politiques la Rock Corporation. Et la Rock Corporation, en fait, c'est une unité à idées essentiellement pour les républicains, mais pas exclusivement. Et il travaillait sur un trépied en quelque sorte, c'est-à-dire étaient métissées les expériences et les connaissances du monde privé industriel, scientifique, le monde des administrations et le monde de la recherche académique. En Europe, et en France en particulier, on ne travaille pas de cette manière. Ce n'est pas une habitude naturelle. Et d'ailleurs, sur ces questions de guerre économique ou de politique publique d'intelligence économique, on trouve très peu de traces dans le passé de réflexions conduites par les administrations. J'ai créé en 1998 un cercle sur l'intelligence économique au MEDEF Clichy-Levallois-Neuilly. Cercle que j'ai animé seul pendant 3 ans. 1998, 4 ans après le rapport Marthe de 1994. Puis, avec Louis Hauser, qui était président de ce MEDEF, nous avons fondé le Cercle d'intelligence économique du MEDEF Paris. Et à ce moment-là, nous avons fait appel à tous les experts,
tout au moins parisien, du sujet en France. Et durant des années, j'ai coordonné ce cercle et animé un atelier sur l'intelligence juridique avec Thibaut Dumanoir de Juet, avocat. On en est du suivi, l'existence actuelle. Le MEDEF, je le trouve un peu silencieux sur le sujet, et il faut quand même citer les lundis de l'IE. Les lundis de l'IE, l'initiative en vient à une personne qui était la secrétaire de Louis Ozer et qui s'est battue au MEDEF pour qu'il y ait un suivi. Elle s'appelle Béatrice Laurent. Et elle s'est rapprochée d'un homme remarquable qui s'appelle Gérard Pélix et qui a, depuis presque 10 ans, créé et il anime les lundis de l'IE. Une remarque quand même, c'est que les lundis de l'IE sont plus dans une activité défensive qu'offensive. Sa conception de l'intelligence économique est plus défensive et tout particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. Et d'ailleurs, depuis janvier 2019, il a débaptisé les lundis de l'IE en lundis de la cybersécurité. Alors, je n'ai pas connaissance de telles initiatives dans les autres syndicats, FO, CFDT, CGT. Je n'ai pas non plus rencontré beaucoup d'approches et de réflexions dans le monde académique ou universitaire sur l'intelligence économique. Alors certes, il faut citer l'engagement et le travail remarquable d'Alain Juillet, qui est un homme en plus très abordable et très sympathique. Alain Juillet est aujourd'hui à la tête de l'Académie de l'intelligence économique. Il a été le premier haut responsable à l'intelligence économique. Il était auparavant conseiller pour l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Et bien entendu, il a fait profiter la cause de ses savoir-faire en matière de géopolitique, de sécurité au niveau international, de gestion de crise et d'influence. Il avait été en plus un haut responsable de la DGSE. Alors, s'il y a des réflexions en France, elles sont éparses. Et, à mon avis, serait utile de les métisser. Ce n'est pas notre culture ni notre fonctionnement habituel. Et si la pensée stratégique de l'Europe doit évoluer, elle le doit dans ce domaine. C'est-à-dire en réconciliant ce qui apparaît souvent comme des contraires. Dans le fond, il faut réussir 3 mariages et un divorce. Le premier mariage entre les administrations publiques, nationales ou européennes, et les administrations régionales. Le deuxième mariage entre secteur privé, secteur public et monde académique. Le troisième mariage entre l'information blanche et celle qui l'est un peu moins, l'information grise. Et à ce prix, le divorce sera celui de la rupture avec la naïveté française.